Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les bases de l'analyse technique, l'épisode 13. Normalement je suis quasiment sûr parce que j'ai vérifié avant. Première chose, avant même de rentrer dans l'introduction, je voulais juste venir apporter une sorte de petite modification à ma vidéo d'avant quand je vous ai parlé de bear trap et de bull trap en prenant cet exemple. Cet exemple-ci, voilà, d'une grande phase haussière en disant que ça c'est un bear trap, mais en fait je me suis rendu compte après tout que c'est un bear trap pour celui qui considère vraiment que on est sur une grande phase haussière. Ok, c'est-à-dire des gens qui considèrent un peu le marché comme étant sur du long terme. Pour le commun des mortels, nous autres qui faisons plutôt sur du moyen court terme, ce qu'on appellera bear trap, ça serait plutôt ce genre de choses en fait. Vous voyez, c'est beaucoup plus court. Voilà, donc my bad. Effectivement, c'est vrai que je vous ai vraiment pris le pire exemple, mais bon, voilà, je voulais juste revenir dessus avant de commencer, ne serait-ce que l'introduction. Donc voilà, excusez-moi pour ce désagrément. Bref, aujourd'hui, du coup, pour cette première vidéo sur le chapitre 3, donc sur les patterns, on se rappelle, hein, c'est le dernier chapitre, malheureusement, de cette petite série de vidéos. Alors n'oubliez pas que après cette série de vidéos, je continuerai à faire plein de vidéos un peu surtout sur des cryptos parce que j'aime beaucoup un peu cet univers-là, mais d'une manière générale, peut-être sur de l'investissement. Bref, continuez à me suivre, vous verrez si ça vous plaît, tant mieux. Sinon, bah, c'est pas bien grave. Au moins, je parlerai de ce que j'aime, c'est pas bien grave. Et aujourd'hui, ce que je voulais voir en introduction, avant même de parler un petit peu de tout ça, c'est que, en fait, il se trouve que quand je me déplace, quand je vais je sais pas, un endroit, quand je vais faire mes courses, quand je vais travailler, quand je vais à la fac, des choses comme ça. Avant, j'écoutais de la musique et maintenant, j'écoute des podcasts un petit peu sur plein de choses très intéressantes. Et récemment, j'ai écouté un très très bon podcast, un vieux podcast d'il y a maintenant quelques années, sur des cryptos et sur quelqu'un en fait qui a monté une société de trading basée uniquement sur des échanges de crypto, enfin de shitcoin. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce que justement, je vous ai parlé il y a pas très longtemps du fait qu'il ne fallait jamais acheter des, enfin jamais, fallait éviter d'acheter des cryptos sur une phase exponentielle comme on a ici, et encore plus si c'est un shitcoin parce que c'est souvent des shitcoins en fait qui fait une grosse phase exponentielle comme ça. Et j'ai trouvé ça très rigolo que justement, littéralement un jour ou 2 jours après, j'écoute un podcast où c'est un mec qui explique que toute sa stratégie de trading, c'est d'acheter des shitcoins et justement de profiter un petit peu de l'avidité des gens qui ont cette peur de rater le train en les revendant un peu plus cher. Et ce qu'il disait, c'est il arrivait à en vivre, donc j'ai trouvé ça assez intéressant et plutôt incroyable. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que, enfin, j'imagine, hein, il a pas forcément dévoilé, mais c'est vrai qu'il doit acheter en fait des shitcoins quand ça arrive, des choses comme ça, au moment où c'est plat, et juste avant que ça pète, et que le moment où ça commence à devenir très exponentiel, c'est le moment où t'as tous les Jerry Smith qui viennent se ruer dessus finalement. Bref, et je trouvais ça assez rigolo parce que du coup, ça rajoute une stratégie un petit peu étrange parmi toutes les stratégies de trading un petit peu farfelues que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant. Mais celle-là, faut dire qu'elle doit marcher, hein, et il vit quand même de ça, mais je la trouve assez rigolote, donc du coup, je voulais vous en parler. Mais sinon, c'était quelqu'un qui parlait de choses assez intéressantes parce que il a une manière de faire qui sort un petit peu de l'ordinaire, ça c'est sûr. Je vous invite d'ailleurs à écouter un petit peu des podcasts par-ci par-là et ça peut toujours être très utile. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que globalement, les gens qui achetaient des shitcoins un peu comme ça, il y a des gens qui les achètent là pour les revendre là, puis il y a des mecs qui les rachètent ici pour les revendre ici, des gens qui les rachètent ici pour les revendre ici, etc. Et en fait, l'idée, et c'est ça qui est assez vrai, c'est qu'il faut réussir à tomber sur le fameux Jerry Smith qui est prêt à l'acheter au top, en fait, avant que ce soit lui un peu le mec qui se soit fait avoir dans l'histoire. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que même lui, il pouvait se faire avoir. En vérité, il faut jamais croire que le con qui achète le top, c'est forcément les autres, d'accord. Même moi, par exemple, qui n'achète pas forcément des cryptos sur des phases exponentielles, ça m'a pas forcément empêché d'acheter des tops, ok. Bref, ce sont des choses qui arrivent. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, en fait, ce monsieur, ce qu'il expliquait, c'est que, bon, forcément, en termes d'analyse fondamentale, c'est pas non plus ce qu'il y avait de plus intéressant sur des shitcoins. Et ce qu'il disait, c'est qu'il n'était pas forcément non plus très très bon sur des analyses techniques. Et par contre, ce qu'il disait, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de personnes un peu parler de ça, c'est des youtubeurs analystes qui font des analyses alors qu'ils savent pas faire des analyses, d'accord. Vous connaissez peut-être l'effet Dunning-Kruger, je pense que vous avez déjà
entendu parler. Et voilà, c'est des personnes qui sont tout au pic, en fait, au summum, des gens qui sont en fait au sommet de la méconnaissance, tu vois, des gens qui pensent vraiment avoir tout compris, qui pensent vraiment savoir comment faire correctement, etc. Et qu'au final, bon, ils savent pas forcément bien faire. Et en fait, le truc qui est assez compliqué, c'est que déjà, si c'était des personnes qui faisaient des analyses dans leur coin pour eux, mais qui, comment dire, où il y avait que eux en fait qui les suivaient, bon, pourquoi pas, ça peut être marrant, faut commencer quelque part. Et en fait, ce qu'ils disaient, et moi je suis assez d'accord avec eux, c'est quand ce sont des personnes qui commencent à faire des vidéos tous les jours pour analyser le marché, pour vous dire oui, regardez ce projet, il est génial, regardez, j'ai fait il y a le MACD là qui s'apprête à cross bullish, il y a le RSI qui est assez bas et qui a envie de partir. C'est sûr ça va monter. Alors qu'en vérité, bon bah le mec il en sait rien quoi, il sait pas forcément ce qu'il dit et le pire c'est que il ne sait pas qu'il ne sait pas, tu vois. Tout ça pour dire que c'est quelque chose que je voulais vous dire à la fin de la série, c'est de regarder vraiment des youtubeurs analystes parce que c'est toujours intéressant de voir les analyses de d'autres personnes, c'est toujours intéressant parce que bon, on sait jamais, peut-être qu'ils ont vu quelque chose que vous n'avez pas vu et même je pense qu'il faut avoir sacrément confiance en soi pour s'écouter que soi-même. Ne serait-ce que par pure curiosité, c'est toujours bien de voir un peu ce que font les autres. Mais dans ce cas-là, faites attention à qui vous regardez, parce que à tout moment, vous regardez la chaîne de quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il dit. Alors bien sûr que parfois il va vous dire ah, ça va monter et que ça va monter, tant mieux. Mais forcément, quand tu es dans des périodes de bull run, c'est facile de se faire passer pour Madame Irma, j'ai envie de te dire. Mais il faut quand même se méfier parce que c'est des personnes qui, à un moment, vont vous donner un conseil qui va sembler vrai. Voilà, au moment où c'est en hyper climax, bull run, etc. Et que au moment où il vous dit ah mettez toutes vos positions sur ce projet, hop là on entre en bear market et il n'avait pas forcément vu lui, bon c'est pas grave à la limite. Mais du coup, lui, il vous entraîne dans sa chute. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je vous ferai pas justement des vidéos tous les jours pour vous dire voilà les meilleures opportunités de la semaine. Moi ça m'intéresse pas forcément. Et justement, je sais pertinemment que quand je vous parle d'analyse technique, moi ça me parle. Les trucs comme ça avec tout ce qui est graphique, essayer de les interpréter au mieux ou des choses comme ça, moi ça me parle. Mais au contraire, et c'est pour ça aussi que je vous fais des vidéos sur les bases de l'analyse technique, c'est que tout ce qui est analyse de fondamentale ou des choses comme ça, quand j'entends par exemple mon père parler ou des choses comme ça, j'ai l'impression que moi je ne sais pas faire d'analyse fondamentale. Je connais pas, j'ai l'impression de découvrir toujours plus de choses sur des projets que je suis déjà censé connaître. Bref, je pense qu'avec mon père, on fonctionne vachement par pair parce que lui, analyse technique, c'est pas trop son truc. Et pour revenir au monsieur justement qui faisait le podcast, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il vous parlait du retracement de Fibonacci. C'est vraiment le truc par excellence qu'il disait qu'il y a des gens qui utilisent des retracements de Fibonacci sans forcément savoir réellement comment les utiliser. Et bon, bah, moi, je trouve ça assez vrai, quoi. C'est vraiment le truc qui est compliqué par excellence. Moi, j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser régulièrement le retracement de Fibonacci, mais il faut dire que je trouve que c'est un indicateur assez sexy quand même. Il ressemble à ça. Moi, je le trouve vraiment stylé comme indicateur, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Mais effectivement, moi, j'ai galéré. J'ai galéré pour apprendre à l'utiliser. Et le problème, c'est que même maintenant, je l'utilise quasiment jamais. Et c'est dommage parce que je vois des analystes, des très très bons analystes qui l'utilisent régulièrement. Et c'est vrai que je trouve ça dommage que moi je galère toujours autant, que j'ai pas forcément le réflexe de faire. Et globalement, ce qu'il disait, c'est effectivement des gens qui posaient très très mal en fait leur retracement de Fibonacci et que les mecs ils mettent ça sur Twitter et qu'il y a des gens qui les suivent. Je pense, si ça peut vous intéresser, dites-le moi. Éventuellement à vous faire une vidéo sur le retracement de Fibonacci. Alors je mettrai quand même un certain temps pour vraiment me former, voir vraiment comment ça pourrait fonctionner correctement, parce que je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne. Je crois juste en fait qu'il faut vraiment le mettre sur des bottoms et sur des tops, et sur des bougies en fait, où la bougie du milieu, elle est plus basse que les deux autres bougies à côté et inversement pour les tops en question, d'accord. Et j'ai cru comprendre également que on pouvait pas les mettre sur les mèches et en haut sur les bougies, quoi. Enfin, c'est assez complexe, mais en fait, il suffit pas juste de prendre un bottom et de le mettre en fait juste ici. Enfin, ça n'a pas forcément de sens de faire simplement ça. Bref, c'est un outil qui est assez compliqué, d'accord. C'est un outil qui est assez compliqué. Si ça vous intéresse, je peux essayer justement de vraiment me pencher dessus une bonne fois pour toutes. Moi, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser ou même d'avoir le réflexe de l'utiliser un peu plus souvent, mais bon,
C'est pour ça aussi que je vous ai pas fait de vidéo là-dessus sur le retracement de Fibonacci dans les bases de l'analyse technique, c'est que je suis pas habitué à l'utiliser en fait. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Bref, aujourd'hui dans cet épisode sur les bases de l'analyse technique, donc le premier épisode du chapitre 3, hop là je vais mettre un petit 3 comme ça vous n'êtes pas perdu, hein, c'est... on sait jamais. Bref, pour ce premier épisode sur le chapitre 3, à savoir tout ce qui ressemble de près ou de loin à des patterns, on va voir ce qu'on appelle le double top et les doubles bottom, d'accord? Les premières questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que sont les patterns? C'est vrai, c'est quoi les patterns? Parce que au final, on a vu que les indicateurs, sont des choses qui allaient prendre en compte plein de données, c'est des calculs, des ratios, des choses comme ça, ça peut être des indices, etc., etc. Et ça va vous donner des informations. Putain, mais mes voisins, le bébé du voisin, il arrête pas de chialer, il m'énerve. Je vais faire un infanticide. Je préfère chuchoter au cas où il m'entend. En gros, l'idée des patterns, c'est qu'il y a des gens qui ont remarqué qu'on avait des sortes de formes ou de figures récurrentes du cours. Par exemple, je sais pas, ils ont remarqué que quand le marché montait, puis descendait avant de remonter, ou des trucs comme ça, et ben on va dire que le marché fait ça. Et ça, c'est typiquement ce genre de figure, ce serait quelque chose qu'ils auraient repéré plusieurs fois en fait au cours du temps. Et donc du coup, ils essaient de se pencher un peu dessus. Alors, tu as des patterns qui sont hyper grands, hyper longs et qui servent à rien. Typiquement, cet été, on a parlé d'un pattern de Wyckoff ou des choses comme ça. Enfin, c'est un truc que tu vas utiliser qu'une seule fois dans ta vie finalement et ça n'a aucune valeur, tu vois. Et à l'inverse, t'as des patterns comme celui d'aujourd'hui, le double top et le double bottom, en fait, qui ont du sens. Des patterns, en fait, qui ont du sens parce que y a une résistance qui est bien placée et qu'effectivement, on ira la chercher 2 fois avant de se péter la gueule parce que les volumes sont descendants ou des choses comme ça et que on va pas se faire rejeter 20 fois d'affilée avant de redescendre, d'accord? Typiquement, moi, je vais vous parler de ce genre de pattern, d'accord? Tout ce qui est week-off, qui dure, qui s'étale sur 4 ans, des choses comme ça m'intéresse pas. Et je pense que même pour vous, ça vous intéresse pas forcément. D'accord? Donc aujourd'hui, on va étudier ce qu'on appelle le double top. Alors le double top, c'est assez rigolo, mais c'est quand vous avez par exemple une résistance, que le cours il monte comme ça pour aller chercher la résistance une première fois avant de se faire rejeter et redescendre sur une ligne fictive, on verra après. Ok, avant de rechercher le cours, enfin la résistance, pardon, une deuxième fois, avant de venir se péter la gueule, d'accord? Alors, soit ça se pète la gueule direct, soit la plupart du temps, ça va venir retester cette ligne fictive, en fait, qui est une sorte de support, en quelque sorte, avant de nouveau se péter la gueule, d'accord? Mais ce genre de choses, en fait, le fait de revenir tester soit un support, soit une résistance, je pense qu'aujourd'hui, vous avez l'habitude parce que je vous le présente souvent, je vous présente souvent les choses de cette manière. Donc comment va se passer la formation d'un double top? Alors un double top, comme je vous ai expliqué, c'est une résistance. Donc en fait l'idée c'est que on aurait par exemple 2 résistances avec un prix, je sais pas, un prix X et un prix Y. C'est pas forcément intéressant. L'idée c'est que vous avez justement un cours qui va venir être comme ça et pour une raison X et Y, venir casser cette résistance de manière très très forte. Venir rechercher la résistance juste au-dessus, ok, et venir se faire rejeter une première fois. Alors c'est pas grave, du coup on redescend très très vite pour revenir rechercher ce support en quelque sorte, d'accord, cette résistance qu'on a cassée et qui va donc se transformer en support, puis ensuite repartir à la hausse pour venir chercher la résistance d'en haut avant de dégringoler très très fort, et là comme je vous ai expliqué, casser le support, éventuellement venir le retester et puis retomber directement. Okay, la ligne ici, là où il y a marqué le X, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup. D'accord, coup, c'est OU, ok, ou shoulders. Je crois qu'en anglais ils disent shoulders pour celui-là. Je sais pas du tout. Parce que vous verrez plus tard qu'on aura un autre pattern qui s'appelle le tête et épaule, le head and shoulders. Et que typiquement c'est assez rigolo quoi, parce que effectivement c'est la ligne de coup. Bref, et la ligne du Y, bon bah c'est une résistance en fait concrètement, on le voit bien. Et voilà. Donc finalement le double top, ça va former cette espèce de M, ok. Et l'idée qui est intéressante, c'est que la hauteur, donc la hauteur, la distance en fait entre la ligne de coup X et la ligne de résistance Y, ok, ça va être la même que la distance entre votre ligne de coup
et l'endroit où votre cours va arrêter en fait de tomber. Ok, d'accord. Ok, je vais vous mettre ça. Donc, comme la dernière fois, un truc que vous n'avez pas fait depuis le lycée au moins, pour vous dire que c'est la même distance finalement. Alors en vérité, un double top, c'est pas juste ça. C'est-à-dire que si vous avez un truc comme ça qui ressemble vaguement à un M, c'est pas forcément un double top. D'accord. Pour une raison très simple, c'est que si vos deux tops et votre ligne de coup en fait, vous le faites sur un très court terme, genre je sais pas, ça peut être une semaine ou des trucs comme ça. En fait, c'est très probablement juste une phase de range ou des choses comme ça, d'accord? Ce qui est aussi important, c'est de voir au niveau des volumes, d'accord? En règle générale, le truc va être très haussier à venir chercher la résistance avec un niveau de volume très élevé avant de tomber tout doucement, d'accord? Ensuite, une fois que vous allez revenir sur la ligne de coup, ok, soit ça remonte, mais en fait, le deuxième top, il va pas être au même niveau que le premier, d'accord, en termes de volume. Il va redescendre tout doucement, d'accord. Et ça, alors je vous ai pas forcément parlé des volumes sur le chapitre 2, d'accord, mais en fait, d'une manière générale, quand vous avez des volumes décroissants comme ça, c'est pas forcément une bonne chose. Quand vous avez des volumes décroissants, souvent, ça veut dire que votre support d'en dessous, donc c'est-à-dire ce point-là ici, il va pas tenir, d'accord? Donc du coup, comme je vous ai expliqué, juste là, vous aurez un pic de volume avant de redescendre lentement, d'accord, à ce niveau-là. Ensuite, les gens vont reprendre des positions sur la résistance qui s'est donc transformée en support avant de remonter. Et en fait, votre pic de volume durant votre deuxième top, d'accord, il doit être plus petit que le premier. Et de cette manière-là, en fait, vous avez effectivement des volumes décroissants. Et les volumes décroissants, c'est un très mauvais signe, ce qui veut dire, en fait, d'une manière générale, que quand vous allez revenir tester le support, vous avez plus de chances, en fait, de venir le casser. Parce que ça veut dire qu'il y aurait moins de monde sur le truc pour venir supporter la demande. Ok, parce que, bon, d'une manière générale, ça, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais en fait, quand il y a des gens qui ont des crypto-monnaies, il y a un nombre limité de crypto-monnaies. Ok, et donc c'est potentiellement un nombre limité d'offres, ok, qui peuvent le faire. Alors que de la demande, il peut y en avoir de manière infinie. D'accord, bon, faites pas forcément très attention à ce que je dis ici, c'est pas non plus très important, mais voilà comment se montre un double top. Un double bottom, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que c'est un truc qui va faire plutôt un W et avec globalement à peu près la même idée. Alors c'est très intéressant parce que au même titre que le double top, le double bottom, ou même je crois que je vous avais montré pareil sur l'épisode sur les triangles, pourquoi est-ce que on a une ligne, la différence entre le coup, enfin pourquoi est-ce que la hauteur ici, ok, on va venir la retrouver là. J'ai rarement en fait expliqué concrètement pourquoi est-ce que c'était comme ça. D'accord? En fait, la plupart des cas, ça va être vrai et je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre l'exemple du Bitcoin. Ok? Le Bitcoin, il a un très très gros support aux alentours des 30 000. Ok? On va faire la ligne des 30 000. Ok? Le premier, la résistance en fait qu'il y a eu cet été, c'était au niveau des 40 000. Ok, et la résistance d'encore au-dessus, c'était au niveau des 50 000. Je pense que déjà de là, vous voyez à peu près où est-ce que je veux en venir. Concrètement, si vous êtes là, vous vous consolidez au niveau du support des 30 000, vous venez casser la résistance des 40 000, aller chercher la résistance des 50 000, vous faire rejeter, aller retester en tant que support cette fois-ci les 40 000, remonter une deuxième fois au niveau des 50 000, puis vous faire rejeter de nouveau, casser la résistance des 40 000, revenir tester le cours avant de se péter la gueule au niveau des 30 000. Effectivement, cette distance-là, ici, donc la hauteur entre le coup et la résistance, et cette distance-là, c'est la même, parce que typiquement, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur les résistances et les supports, tout ça, c'est des zones très psychologiques, ok? Des chiffres ronds comme 50 000, 40 000, 30 000, ça, l'être humain, il adore. Donc c'est pour ça que souvent, ça va être la même distance, ok? À noter, bien évidemment, que les deux tops peuvent être à peu près de la même hauteur, ok? Il est possible que le deuxième top soit par exemple un peu plus bas comme ça, ok? Parce que forcément vous avez moins de volume ou des choses comme ça. Donc ça c'est pour le cas du BTC, mais ça peut être aussi vrai sur une crypto qui serait par exemple, je sais pas, à 1 dollar, ok? Qui est passé haut la main la limite symbolique des 2 dollars avant de venir chercher la résistance des 3 dollars. Tu vois, ça peut être totalement vrai. Et à ce moment-là, le schéma serait aussi vrai.
ok, la distance entre 1 et 2 dollars, c'est la même que la distance entre 2 et 3 dollars. Là où ça va pas forcément être vrai, ça va être lorsque la résistance de tout en haut, ça va être un ATH. Pour reprendre l'exemple du Bitcoin, je crois que l'ATH était aux alentours de, je sais plus exactement, 62 000, ok. La résistance d'en dessous, ça devait être 50 000, et donc du coup, en dessous, les 40 000. Là, à ce moment-là, effectivement, la distance ici ne sera pas exactement la même que la distance là, ok. Donc bon, voilà, c'était pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce que souvent il y a ce rapport entre la hauteur des deux résistances, des deux supports. Pourquoi est-ce que c'était comme ça, ok? J'espère que c'était intéressant, parce que bon, c'est toujours sympa de le savoir, d'avoir une explication de pourquoi c'est comme ça. Je vous rappelle aussi, bien évidemment, que la plupart du temps, quand vous avez des résistances, c'est pour ça aussi que la hauteur sera pas forcément la même entre les deux tops, c'est que on représente souvent une résistance ou un support par une ligne, mais en vérité, ça sera plutôt une sorte de zone, d'accord? La différence entre un prix à 60 000 et 61 000, bon, globalement, c'est la même résistance, d'accord? C'est juste pour éliminer ce qu'on appelle le bruit. Et donc, je vais vous faire quelque chose. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et ça me fait plaisir d'ailleurs de le refaire, c'est de vous montrer des exemples. Alors, les exemples, j'ai vraiment essayé d'en chercher un assez rapidement avant la vidéo. J'ai un peu galéré à en trouver un, et je crois que voilà, je vous ai mis un exemple justement ici sur XRP. Ok, là on a un petit exemple potentiellement de double top, avec un premier top ici au niveau de la résistance des 0,3, un autre top un peu plus loin dans le temps, alors à combien de temps? À 17 jours d'écart. Et vous voyez que entre les deux tops, c'est à peu près au même niveau. On fait effectivement cette forme de M. Truc assez important, c'est que on a bien des volumes qui sont légèrement descendants. Ok, le volume du premier top ici, il est plus haut que le volume du deuxième top là, et c'est pour ça qu'on va venir se faire rejeter au niveau de la résistance, retester cette ligne de coup après l'avoir cassée avant de s'effondrer ici, d'accord? Et là, typiquement, c'est vrai que c'est un très très beau M, un très très beau double top. La seule chose éventuellement que je pourrais lui reprocher, c'est que je sais pas forcément si c'est vraiment ouais, 15 jours. Ouais. Bon, on a mis à peu près 15 jours pour former notre double top. Voilà, ça m'a l'air d'être quand même plutôt pas trop mal. Voilà, donc c'est tout pour le tout premier épisode sur le chapitre 3, donc sur le double top et le double bottom. Alors je vous ai pas forcément montré le double bottom, mais globalement l'idée c'est pareil, hein, c'est juste inversé. Je pense que maintenant vous avez l'habitude. Juste avant, je vous avais dit la dernière fois que j'avais hésité à vous faire une sorte de petit épisode, un petit épisode tampon où je parlais des formes des bougies. Alors ça aurait été très très court et je me demandais justement si ça vous intéresserait que je fasse ça au début d'introduction donc du prochain épisode. C'est vrai que c'est une science qui est pas forcément incroyable, hein. Il y a rien de plus court terme que la forme des bougies, mais ça pouvait être éventuellement assez intéressant et rigolo. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de faire ça. Je pense en vrai je le ferai quand même parce que moi je trouve ça rigolo. Donc bon, merci quand même d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'on se reverra très très vite. D'ici là, bah, passez une bonne journée et moi je vous dis au revoir.